Je voudrais inviter Philippe Boucly, le président de France Hydrogène, de bien vouloir me rejoindre. Et on peut l'encourager, s'il vous plaît, parce qu'il est là depuis le début pour soutenir ce symposium. Et avec lui, on va évoquer cette actualité, ce contexte énergétique. Vous pouvez vous mettre où vous voulez, mon cher Philippe. C'est vrai qu'il y a des messages qui viennent de la part de l'Europe. Il y a aussi des impulsions données au niveau du gouvernement français. On va commencer par un plan qui est connu sous le nom de Repower EU. Alors il s'agit, pour faire simple, de redonner de la souveraineté énergétique à l'Europe. Et les nouvelles sont plutôt encourageantes. Elles sont très encourageantes. Ce plan Repower EU, là, il y avait eu un peu de teasing qui avait été fait en mars, le 8 mars. Et donc le plan lui-même a été dévoilé le 18 mai dernier. C'est à la fois pour relever un double défi, un défi à la fois climatique, et donc relever les objectifs qui avaient déjà été fixés dans Fit for 55, qui était publié au 14 juillet de l'an dernier. Puis un deuxième défi qui est cette fois géopolitique, qui est donc de s'affranchir des fossiles russes. Alors, je passe. Ce plan-là n'est pas seulement pour l'hydrogène. Il faut bien voir que c'est un plan... C'est les gaz renouvelables. Donc, déjà, on répète une fois de plus, enfin la Commission répète une fois de plus, et c'est tout à fait légitime, effort sur l'efficacité énergétique, la sobriété. Deuxièmement, sur ce qui est les gaz eux-mêmes, diversification. Et alors, je vais évidemment parler uniquement du volet hydrogène. Le volet hydrogène, c'est d'abord accélération. Le maître mot, c'est accélération. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans sa communication de juillet 2020, la Commission parlait de 10 millions de tonnes. Vous vous souvenez, avec 2 fois 40 gigawatts, 40 gigawatts en Europe, 40 gigawatts hors d'Europe. Là, on double les quantités, donc on passe de 10 millions de tonnes à 20 millions de tonnes à l'horizon 2030. On augmente également on pousse les curseurs sur les fuels, enfin les carburants synthétiques, enfin les carburants renouvelables d'origine non biologique, c'est-à-dire l'hydrogène et ses dérivés. Donc pour l'industrie, on passe de 50% qui était dans Fit for 55 à 75%, et dans la mobilité, on passe de 2,6% à 5%. La commissaire l'a dit tout à l'heure, on double le nombre de vallées hydrogène, on passe de 23 actuellement à une cinquantaine à l'horizon 2025. On double l'Innovation Fund. On double tout, quoi, en fait. On double tout, oui. Donc on porte le fonds innovation à 3 milliards. Accélérer aussi sur le permitting, tout ce qui est, parce que ça prend beaucoup trop de temps pour s'installer. Ils vont également faire des propositions sur les mécanismes de soutien et ce qu'ils appellent le Carbon Contract for Difference, c'est-à-dire... Et ça, c'est attendu bientôt, en principe, début de l'été ? Fin juin peut-être. Alors le texte dit, il y a des décisions, et notamment sur l'IPCEI, sur le programme important d'intérêt européen commun, avant l'été. Alors l'été, est-ce que c'est le 21 juin? Est-ce que c'est le mois d'août? J'en sais rien. J'espère que c'est pas l'été indien. Voilà. Donc, puis également il y a donc également sur la formation. Donc tout ça, c'est, je dirais, le paquet accélération. Alors de façon plus concrète, de façon pratique, en matière de production. En matière de production, 10 millions de tonnes, qu'est-ce qu'il faut pour produire 10 millions de tonnes d'hydrogène? Les calculs montrent qu'il faut de l'ordre de 120 gigawatts d'électrolyse. Et donc le commissaire Breton a réuni le 5 mai dernier tous les fabricants d'électrolyseurs européens pour faire le point et pour voir si c'était raisonnable, accessible. Et la réponse est oui. Mais il faut vraiment relever les manches, parce que actuellement... Il faut aussi du soutien financier, si j'ai bien compris. Ça, c'est l'IPCEI qui va le déclencher. Ça, c'est prévu dans l'IPCEI. Donc, en matière d'électrolyse, actuellement, il y a une capacité de production en Europe de l'ordre de 2,5 gigawatts. Vous avez entendu tout à l'heure le commissaire dit point de passage 17,5 à l'horizon 2025 et 25 gigawatts par an à l'horizon 2030.
Ça va être tout juste pour faire les 120 gigawatts nécessaires pour faire les 10 millions de tonnes. Et on ne parle pas de ce qui va être fait à l'étranger. Il faudra trouver d'autres sources. Il faudra que les fabricants d'électrolyseurs en fassent encore plus pour également alimenter le reste du monde. Alors ça veut dire aussi que ça va développer l'éolien offshore, par exemple? Alors, si je vais y revenir après sur la... Alors effectivement, oui. De toute façon, le calcul est vite fait. Pour alimenter 120 gigawatts d'électrolyse, il vous faut un champ de renouvelable qui soit au moins de 120, voire 150 gigawatts. Si c'était par exemple, pour faire 10 millions de tonnes, si c'était de l'éolien offshore, il faudrait 140 gigawatts. Donc, ce qui est énorme, hein, parce que le potentiel français, il est de 60 gigawatts, mais à l'horizon 2050. Enfin, donc ça va demander des rythmes de développement de l'éolien offshore tout à fait importants. Mais on peut également développer le solaire, on peut développer l'éolien onshore. Alors, sur la production, je l'ai dit, normalement, compte tenu des capacités annoncées dès à présent par les producteurs d'électrolyseurs, et notamment français, on s'attend à de l'ordre de 5 gigawatts en France, 7 gigawatts en Allemagne, 5 gigawatts en Grande-Bretagne. Enfin, quand vous faites la somme de tout, quelques gigawatts également en Norvège. Quand vous faites la somme de tout, vous arrivez aux 25 gigawatts par an, donc ça devrait coller. En matière d'importation, et là, il y a un sujet vis-à-vis de la France. La France n'est pour l'instant, c'est pas trop sa crèmerie, on va dire. Hein. C'est pas, oui, voilà, on est encore un peu trop tourné sur nous-mêmes et très autarcique. En tout cas, la Commission dit clairement dans son plan soutien à 3 corridors. Un corridor qui viendrait de la mer du Nord, Grande-Bretagne, Norvège, vers l'Europe du Nord. Un corridor qui viendrait de l'Afrique du Nord à travers l'Espagne, qui traversait la France et qui remonterait vers l'Europe du Nord. Et, alors il dit, dès que ce sera possible, un 3e corridor qui viendrait plutôt d'Ukraine. Donc ça, c'est un soutien aux importations, avec également, comme dans le cas du gaz naturel, des achats conjoints possibles pour ceux qui le souhaiteront, pour importer de l'hydrogène ou des produits dérivés. Il faudrait être très attentif dans ces questions d'importation sur la question de la normalisation, de la certification, dans la mesure où il faudrait être sûr que l'hydrogène importé, enfin que ce soit l'égalité des chances et que l'hydrogène importé soit aussi bon et aussi renouvelable que l'hydrogène produit sur le sol européen. Et dernier point, donc les infrastructures, développer les infrastructures pour avoir cette dorsale européenne de l'hydrogène de façon à avoir un marché européen de l'hydrogène. Alors, toujours au chapitre européen, on sait qu'il y a un vote en ce moment, hein, c'est par rapport à la fin du moteur thermique en 2035. Depuis ce matin, on évoque le moteur à combustion hydrogène. Est-ce que France Hydrogène a un avis sur la question, ou en tout cas, est-ce que vous, à titre personnel, vous en avez un? Alors, on est en train de... On avait précisément hier une réunion avec les experts de l'IFPEN. Et il y a, même au sein de l'IFPEN, il y a débat entre le moteur... Ils font les deux, en fait. Hein. Ils font les deux, absolument. Donc, je vais pas revenir sur... Beaucoup a été dit ce matin par les différents experts, et qui sont plus experts que moi, donc je vais pas dire mieux. Ce que je pense quand même, c'est que au-delà il y a évidemment quelques inconvénients. Ça rejette encore des oxydes d'azote, il y a encore un peu de pollution carbone avec le lubrifiant qui serait vaporisé. Mais il y a des avantages. Ça admet une qualité de l'hydrogène plutôt plus basse que la pile à combustible. Donc il y a avantages, inconvénients, il faut faire la balance. Moi, il me semble que ce serait de nature à favoriser le rétrofit. Il y a pas mal de flottes qui ont été achetées récemment et qui ont une durée de vie de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, les passer à l'hydrogène pourrait être intéressant pour accélérer ce passage. Et ça, en attendant que des modèles neufs arrivent, parce que les modèles neufs sont quand même assez peu nombreux. Et puis...
ça permettrait également de soutenir le développement d'une infrastructure de recharge qui sera nécessaire aussi et qui va mettre du temps à être mise en place. Donc ça peut être, à mon avis, un facteur d'accélération, un facteur d'économie, puisque ça devrait être assez facile. Est-ce que tous les moteurs, est-ce que tous les métaux des moteurs acceptent cet hydrogène? À voir. Nous verrons. La situation française, on le sait, il y a un nouveau gouvernement depuis quelques semaines et la première ministre, puisque c'est une femme, connaît bien en tout cas ce secteur. Ah oui, elle a une longue carrière, que ce soit dans le privé ou dans le on va plutôt dire semi-public, la RATP, également au ministère des Transports, à l'écologie, enfin bref, elle connaît très bien le sujet. Je crois que les choses se mettent également très bien en place avec le secrétariat général à la planification écologique, donc rattaché directement à la Première ministre, avec Antoine Pellion, qui est aussi un vieux briscard enfin jeune, mais qui connaît bien également ces dossiers. Donc là, on aura vraiment la tour de contrôle. Et donc ça va être un peu le pendant du SGPI, mais pour la planification écologique. Et puis les deux ministres, que ce soit Amélie de Montchalin ou Agnès Pannier-Runacher, avec un partage des tâches assez clair entre Amélie de Montchalin qui est plutôt sur la cohésion des territoires, sur le transport, sur la biodiversité, sur l'environnement, et Agnès Pannier-Runacher qui est plus sur l'énergie et sur les métaux critiques, sur l'hydrogène évidemment, et sur l'industrialisation, et qui connaît également parfaitement, enfin on l'a vu à l'œuvre pendant 5 ans, et elle connaît parfaitement ces dossiers, et elle moule la chemise, si je peux dire. Bon, vous êtes plutôt confiant. Le cadre est en place. Ce qu'on attend maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avant l'été, ce qui va vraiment débloquer les décisions d'investissement, c'est la hauteur des soutiens. Tous les industriels sont dans les starting blocks, ils ont les plans de leur gigafactory, ils sont prêts à lancer les travaux, mais il faut quand même, pour prendre la bonne décision économique, avoir une idée des soutiens. Que ce soit au niveau CAPEX, et là c'est plutôt les IPCEI, et pour ceux qui produisent de l'hydrogène, quel est le soutien en matière d'OPEX, en matière de soutien à la production d'hydrogène? Dernier point, puisque les importations s'invitent dans le débat, est-ce que ça peut menacer d'une quelconque façon les projets locaux sur les territoires? Enfin, je dirais, il y a... alors, le calcul que je fais souvent, c'est si vous avez un différentiel de coût de 20 euros du mégawattheure entre un pays qui produit à 20 euros du mégawattheure et un autre qui produit à 40, comme ça au hasard entre l'Espagne et la France. Ce que nous disent les transporteurs de gaz qui ont fait les études, Teréga, GRTgaz et d'autres, c'est que le coût de transport, il est de 0,1 à 0,2 euros par kilo et par 1000 km. Donc, si vous avez un différentiel de 20 euros du mégawattheure, ça vous fait un différentiel de coût de l'hydrogène de l'ordre de 1 euro. Et donc, vous payez pas loin de 5000 km. Donc, dans un rayon de 5000 km, vous pouvez aller chercher de l'hydrogène exotique, oui, renouvelable. Donc, après, il faudra voir la proximité. On peut imaginer des grandes artères de gaz qui remontent de l'hydrogène à partir de l'Afrique du Nord, par exemple. Mais après, il faudra voir la proximité de votre écosystème territorial par rapport à cette artère qui va par exemple passer dans la vallée du Rhône ou passer par l'Aquitaine. Donc, comment vous allez vous placer? Donc, je dirais, il y aura des considérations à nouveau de diversification des approvisionnements, il y aura des considérations d'indépendance énergétique et des considérations également économiques, et c'est ça qui tranchera. Philippe Boucly, France Hydrogène, merci pour cet éclairage.